jusqu'à l'année dernière, le franco-provençal ne pouvait pas être enseigné en France. Mais ça a changé l'année dernière. D'une façon totalement inattendue, inespérée peut-être. Alors pour nous présenter rapidement, on n'est plus aujourd'hui dans le même labo. Moi j'ai une formation en dialectologie ultra classique. Mon directeur de thèse c'était Jean-Baptiste Martin. Par exemple, à l'époque, je fuyais absolument les locuteurs qu'on appellerait des érudits locaux ou les associations. C'était la vision vraiment traditionnelle. Mais j'ai eu aussi comme co-directrice officielle quelqu'un qui travaillait sur le thème des langues en danger dans le monde, Colette Greenwald, qui avait été une des pionnières, des précurseurs pour soulever ça. À l'époque, elle était aux États-Unis et à partir de son travail en Amérique latine. Et on a fondé cette équipe, Langues en danger, terrain, documentation. C'est là que Bénédicte nous a rejoints pour faire une thèse pour comparer la revitalisation à la fois du franco-provençal et d'une langue au Nicaragua, le Rama. Donc a priori rien à voir, des contextes sociopolitiques qui n'ont rien à voir. Il fallait défendre le sujet, puis ça a marché très bien pour toi. Et du coup, il y a eu d'autres études comme ça, transversales, pour essayer de voir ce qu'il y avait en commun. C'est l'objet de notre équipe, ce qu'il y a de commun, de récurrent et de particulier aux situations de langues qui disparaissent dans le monde. Et ça, c'est un phénomène accéléré. Très très fort, massif aujourd'hui, la disparition des langues. Alors, je vais commencer par vous donner quelques éléments d'historique et de contexte. Ceux qui connaissent le contexte français savent ça déjà très bien. Cette idéologie très ancienne de l'unilinguisme, une seule langue en France, qui tire ses racines de très très loin et qui pèse encore aujourd'hui. Et puis, dans ce contexte-là, pas du tout favorable, comment a émergé quand même malgré tout l'enseignement des langues régionales, mais le franco-provençal n'était pas dans le paquet. Et puis, cette loi inattendue, là, en 2021, la loi Molac, qui n'aurait jamais dû exister, qui a créé plein de problèmes, de polémiques, mais au passage, le franco-provençal est rentré dans la liste des langues qui pouvaient être enseignées, donc ça date de l'année dernière, de décembre. Et ensuite, Bénédicte continuera sur une circulaire qui est sortie par le ministère de l'Éducation nationale suite à ce raté, cette polémique sur les langues régionales. Et on terminera par des questions pour la discussion sur un enseignement du franco-provençal, mais pour qui, avec qui, comment, où, pourquoi faire. Alors, un peu universitaire, scolaire, on commence par une citation, ça sera la seule, mais je la trouve vraiment très très claire sur l'idéologie française par rapport aux langues. Donc je vous laisse le temps de regarder. Oui, mais on pourra vous envoyer le PowerPoint. Oui, mais de toute façon, on mettra à disposition. Mais en attendant. Oui, grand merci. Donc, une idéologie autour de l'unilinguisme avec deux axes. De l'intérieur, l'idée qu'il faudrait préserver une version très pure du français, le poids de la norme, écrasant en français. Hein. Tous les Français sont en insécurité linguistique, ont peur de faire des fautes. Les enfants français sont les champions du monde de la non-réponse. Plutôt rien dire que de me tromper. Et qui, a priori, ne nous intéresse pas ici, mais le poids de cette norme, il va jouer dans la vision, la conception qu'on peut avoir de l'enseignement d'une langue. Et l'autre, alors là, il est évident pour nous, une langue et pas d'autre. Une seule langue, et on enlève, on efface, on invisibilise toutes les autres langues. Alors, ce qu'on cite souvent comme la première décision de politique linguistique, une ordonnance, une loi donc faite à Villers-Cotterêts, c'est un lieu de François Ier,
qui serait la date de la première date où on va rendre obligatoire le français dans une sphère particulière, les documents administratifs, juridiques, etc. Et puis, langage maternel français, il y a débat. De toute façon, ce qui était visé, c'était le latin. Mais est-ce que les langues régionales étaient aussi évincées, ne faisaient pas partie devaient être supprimées, langue maternelle français, ça peut être ambigu, est-ce que d'autres variétés de langue de l'île, bref. Peu importe, ce sur quoi je voudrais mettre l'accent, c'est le poids de cette date et de cette décision dans l'imaginaire français. En 2022, on crée une sorte de musée de la langue française à Villers-Cotterêts. C'est pas pour rien. Et dans l'imaginaire collectif, c'est la date à laquelle on impose le français. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça va être très 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 lent, la diffusion du français. À l'époque de la Révolution française, la moitié de la population ne lit pas, n'écrit pas, ne parle pas français. C'est donc ce dont on va s'apercevoir. Et donc la question s'est posée à l'époque, un nouveau système politique complètement nouveau. Quelle langue, ou quelles langues, singulier pluriel, pour ce nouveau système. Il y a débat au début, et puis le débat ne va pas durer longtemps. Et une autre date très importante dans l'imaginaire des militants des langues régionales, l'abbé Grégoire qui fait mener une enquête sur le territoire français, et on prend conscience que la majorité de la population ne parle pas français, et donc il va falloir le diffuser, pour diffuser les idées révolutionnaires. Alors, on avait dans l'idée, à l'époque de la Révolution, de diffuser l'enseignement du français. Ils n'en ont pas eu les moyens, et donc là, on va prendre des mesures coercitives. Quelqu'un qui ferait un écrit qui n'était pas en français, il avait une amende, il était viré de l'administration, et il pouvait même aller en prison, je crois. Bon, ça va pas... évidemment, le français se diffuse, mais pas très vite. Et la date extrêmement importante, c'est l'école obligatoire, laïque et gratuite, en 1882. Et là, la question ne se pose même pas, c'est le français et que le français. Alors, est-ce qu'on peut faire une parenthèse? Oui, bien sûr. La Savoie, à cette époque-là, elle était devenue française depuis 1860, mais avant, l'enseignement des écoles était vraiment encouragé. Il y avait beaucoup plus d'écoles en Savoie qu'en France. Alors, c'était bien sûr soit les curés qui faisaient l'école, mais pas seulement, il y avait les régents. Enfin, c'était les régents qui soient curés ou pas. Donc, c'était des gens qui, pas forcément une grande connaissance du français, mais ils avaient à calculer, à faire un peu de calcul, et effectivement, à faire le français. Donc, les Savoyards étaient plus que les Français. Alphabétisés en français. Alphabétisés. D'accord. Je peux faire aussi. En fait, on nous pose gratuite, laïque et obligatoire, à payante, religieuse. Et on va pas dire facultative, mais non obligatoire. Et confessionnelle, c'est-à-dire par... religieuse confessionnelle. Bon, en Savoie, elle était quand même chapeautée, mais bien cadrée par le clergé, mais elle était pratiquement obligatoire socialement. Et puis, je pense que les gens n'ont pas ça comme une obligation, c'était une chance d'apprendre. Ça dépend. Ça dépend. Dans certains endroits, c'était même, j'ai l'exemple,